Violeta Moscalou, ça vous inspire quoi ce qu'a expliqué Stéphane De Vries tout à l'heure, le fait que l'Ukraine inspire la plupart des pays de l'OTAN. Et d'ailleurs, cette possible extension, c'est ce que disent les Ukrainiens depuis le premier jour. Tout à fait, et même depuis bien avant, même les discussions qu'on a nous maintenant. En fait, je voulais rebondir très rapidement sur 3 points. Il y a un hiatus clairement entre la perception de la guerre et de la menace russe entre les pays de l'Europe de l'Est frontaliers avec la Russie et qui ont en mémoire en fait tous ces, comme vous avez dit pour la Pologne, les pays baltes. Et nous, je pense dans l'Europe de l'Ouest, on est un peu moins conscient du fait que cette menace pèse. Deuxième point, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant. Il y a beaucoup de rapports, et le dernier maintenant qui est cité, pour dire que la Russie se prépare à attaquer un des pays de l'OTAN. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et je pense que le seul point qu'il faut nuancer, c'est que souvent on entend dire donc à l'horizon de 4-5 ans, la Russie sera prête en fait. Moi, je pense personnellement que Poutine n'a absolument aucun intérêt d'attendre 4-5 ans pour lancer des attaques en fait plus ou moins hybrides, plus ou moins conventionnelles, parce qu'il a tout intérêt à profiter de la présence de Trump encore à la présidence des États-Unis, et donc je pense qu'on perd du temps. Ouais. Et quand vous, pour rebondir, 3e point sur ce que vous disiez, l'Ukraine qui devient comme un modèle, effectivement, si l'Ukraine tient aujourd'hui 4 ans et demi après cette grande invasion à grande échelle, c'est grâce à la technologie, à l'invention, au fait que la guerre du 21e siècle est tout à fait différente de ce qu'on a connu précédemment. Il faut souligner aussi que aujourd'hui le ministre de la Défense en Ukraine, c'est Mikhailo Fedorov, l'ancien ministre de la transformation digitale en fait. Donc l'Ukraine a fait vraiment un plein focus sur la seule façon de tenir la technologie. Ouais. Et nous en Europe, on perd aussi du temps en fait, parce que on met des années à lancer des appels d'offres pour droniser l'industrie de la défense et tout ça. Je pense que c'est inacceptable. L'État Moscalou, ce que disent les Néerlandais ici, c'est ce que disent les Ukrainiens depuis le début. Ils disent qu'ils se battent pour les autres pays européens et que c'est pour ça qu'il faut les soutenir. Cette guerre que Poutine mène contre l'Ukraine, de facto, il faut la placer dans un contexte un peu plus large, en fait, dans sa tête. Il a la haine contre l'Occident, il a la haine contre l'OTAN, il n'a jamais pu pardonner l'élargissement en fait, de 97. Et donc, il voudrait bien réussir en fait à faire rétropédaler et ressusciter d'une certaine façon l'ex-URSS et faire en sorte que Moscou puisse régner au-delà de l'Ukraine sur les pays baltes, enfin tout autour, tous les pays de l'ancien pacte de Varsovie. Donc aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui démontre en fait, par le prix de sang de son peuple, que c'est pas possible, que personne n'a cette machine en fait à remonter le temps en arrière, et donc par contre nous Européens, on doit quand même se rendre compte que Poutine aujourd'hui dans un engrenage interne, il ne peut pas arrêter la machine de la guerre en fait. Donc il est dans une espèce coincé dans une fuite en avant quoi. Tout à fait. Il y a donc le piège de l'économie de guerre. Poutine est prisonnier de sa propre machine. Ouais. Poutine ne peut plus arrêter la guerre sans provoquer un effondrement économique dans le pays. Il a créé une espèce de coalition pro-guerre qui dépend économiquement de la guerre. Donc c'est pour ça que quand on entend en fait ces pronostics graves et dangereux qu'il peut s'attaquer à des pays de l'Union européenne, je pense effectivement que dans son approche qui est rationnelle mais folle en même temps, il fera tout ce qu'il pourra pour dézinguer l'article 5 de l'OTAN, parce que c'est une façon pour lui d'avoir une victoire contre l'Occident au-delà des enjeux ukrainiens. Et profiter de la présence de Donald Trump pour le faire, le fameux article 5 qui dit que tous les pays se doivent assistance s'ils sont agressés. Violeta Moscalou, pour les retours que vous en avez, parce qu'évidemment c'est très très difficile. On publie ici les résultats d'un sondage, il est fait par un institut américain qui est l'Institut Gallup. C'est très difficile d'avoir un état réel de l'opinion russe, mais les retours que vous avez, vous, est-ce qu'ils vous disent que les Russes en ont maintenant assez de cette situation, ou bien est-ce qu'on reste comme ça, voilà, dans une espèce de consensus général pro-Poutine? Si, la pénurie de l'essence, déjà, ça les touche sérieusement. Le fait que la Crimée se retrouve coupée logistiquement et que tous les enfants les parents qui avaient prévu que les enfants allaient passer des vacances, il y en a même qui sont arrivés sur place et qui ont été refusés par la base de repos Artek, en fait, donc parce qu'ils ne peuvent plus assurer la sécurité. Il manque de tout. Donc ça touche vraiment très très sérieusement au quotidien, on va dire. Et puis après, les Russes qui
ont un certain raisonnement analytique se posent aussi la question. Vous avez parlé général de la Première et Deuxième Guerre mondiale. En fait, dans la Deuxième Guerre mondiale, l'armée soviétique, dans ce laps de temps, avait pris Berlin. Là, maintenant, avec l'Ukraine, la guerre en Ukraine, sur ce laps de temps, l'armée russe n'est pas capable de prendre le Donbass en entier, en fait. Donc, les Russes, ils se posent la question pour dire, mais nous, notre magnitude, notre grandeur historique, en fait, tous ces sentiments que Poutine essaye de nourrir en fait dans la logique un peu impérialiste, ça ne tient pas en fait à la simple analyse. C'est même le contraire. Les Ukrainiens sont en train de reconquérir du territoire. Il y a ce chiffre qui a été donné par le général Syrski, qui est le chef d'état-major de l'armée. Il y a 672 km², je crois, qui ont été reconquis.